Bonjour Hassan Samb. Bonjour, bonjour. Alors vous êtes un analyste politique. Le président de la République s'est entretenu hier avec les organes de presse, des organes de presse on va dire. Qu'est-ce que vous retenez de ces propos? Écoute, je retiens malheureusement que le président entretient toujours la clair obscur sur des questions essentielles, notamment sur la date de l'élection présidentielle, et éventuellement sur la reprise du nom de tout le processus électoral, ou à contrario le respect de la décision du Conseil constitutionnel en la matière, c'est-à-dire retenir les 19 candidats. Eh bien, toutes ces questions fondamentales, le président envoie au dialogue et éventuellement à une consultation du Conseil constitutionnel. Doyen, excusez-moi, si vous avez mis des casques, vous pouvez juste les enlever, s'il vous plaît, pour qu'on puisse mieux vous entendre. Je suis sur le péage, j'ai enlevé les casques. Très bien. Poursuivez, s'il vous plaît. Je disais que, en fait, ce qui semble être une révélation, c'est-à-dire le fait qu'il va quitter le 2 avril ses fonctions, c'est en fait une évidence. Ça, on le savait. David Girard finit son mandat le 2 avril. Le président le marquait comme si ça était une révélation, alors qu'en réalité, c'est quelque chose comme ça. C'était une certaine. Non. Sur les autres points, c'est-à-dire le fait de fixer une date, le fait qu'il doit partir ou pas, le fait de reprendre le processus électoral sur ces questions essentielles, il me semble qu'il y a encore un flou qui rien n'est encore clair, qu'il renvoie cela à un dialogue, tout en sachant que les 48 prévus me semblent effectivement être des coups. Ça, c'est le premier aspect. Ensuite, au regard de la diversité des personnes invitées, il y a peu de chances qu'on se des consensus par rapport à cette question essentielle. Autrement dit, on va tout droit vers une sorte d'impasse qui va pousser le président de la République à devoir se décider de façon unilatérale, après avoir, bien sûr, entretenu un dialogue dont on sait d'abord que le délai est court et qu'ensuite, il y aura peu de chances effectivement qu'il y ait sur cette question. Très bien. Il a confirmé également la fin de son mandat le 2 avril. Donc, on peut dire plus de soupçons par rapport aux prolongations du mandat dont on parlait. Non, là aussi, ça ne veut rien dire. Il a dit une chose et son contraire. Il a dit je termine mon mandat le 2 avril, mais il y aura 10 démissions, il n'y aura pas de démission, et il n'y aura pas de but juridique. Autrement dit, il ne le dit pas ce qui va se passer, ce qui va rester ou pas. Vous comprenez? Au regard des dispositions de l'article 36 de la Constitution sénégale, et qui dit que le président reste jusqu'à la fonction du président, est-ce que cette information sera retenue ou bien, voilà, il dit qu'il doit se référer en cas de besoin au Conseil constitutionnel sur cette question. Donc, on ne sait pas si au-delà du gouvernement, Macky va partir ou pas. Ça, on ne le sait pas. Et parce qu'il a dit qu'il termine, mais il n'a pas dit qu'il part. Parce qu'il y a une différence. Il faut bien faire la distinction entre le fait de dire que je termine mon mandat et le fait de dire que je pars. Parce qu'il peut terminer son mandat et rester. Et ça aussi, je pense qu'il y a encore un flou à ce niveau. Très bien. Et on a vu bien sûr la date de l'élection qui était aussi attendue, mais jusqu'ici rien. Il faut la tenue de la concertation nationale annoncée par le président de la République le lundi prochain. Absolument. Je pense que les acteurs pourraient convenir d'une date. Bon, ça, je n'en disconviens pas trop. C'est possible que tombe sur un consensus par rapport à une date. Mais ce qui sera le plus difficile maintenant, c'est de dire, c'est de savoir est-ce qu'on va reprendre ou non tout le processus électoral. Est-ce qu'on retire les 19 candidats déjà homologués par le Conseil constitutionnel ou bien est-ce qu'on va reprendre tout le processus électoral en reprenant le parrainage et tout le reste?
c'est cela où je pense qu'il n'y aura pas un consensus. Parce que les gens ont des intérêts divergents. Ceux qui sont passés ne vont pas accepter qu'on reprenne le processus pour reprendre le parrainage et tout. Et bien, ceux qui ont été soi-disant spoliés, selon eux, en tout cas, ne vont pas également accepter d'être exclus. Vous comprenez? Donc, la question de la date ne va pas poser de problème. Ce qui va poser problème, c'est quelles sont les personnes qui vont participer à l'élection. Or, il ne sert à rien d'avoir une date si on n'a pas les candidats. Vous comprenez l'impasse dans lequel on est. Malheureusement, le président nous met encore dans une impasse avec des possibilités, évidemment, de traîner en longueur par rapport à ces préoccupations. Parce qu'on demande, est-ce qu'on va dire au Conseil constitutionnel, écoutez, messieurs du Conseil, on ne respecte pas le fait que vous ayez homologué 19, mais on revient bien vous pour arbitrer. Mais qu'est-ce qu'ils vont arbitrer si vous ne respectez pas leur décision? Vous comprenez? Et donc, on est dans une forme de crise institutionnelle qui est entretenue entre les différents pouvoirs, le législatif, le judiciaire et l'exécutif, qui se renvoient la balle. Et personne ne semble respecter le. Vous voyez la préoccupation majeure. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui explique réellement ce flou autour de la date de tenue de la présidentielle et pourtant il a accepté d'exécuter la décision du Conseil constitutionnel dans les meilleurs délais? Écoutez, il a accepté sur le principe. Mais en nous renvoyant un dialogue dont il sait que non seulement le délai est fou, mais que également les acteurs ont des intérêts divergents, il nous replonge dans la confusion de départ. C'est comme si tout se passait comme si il voulait entériner ce qui s'était passé, c'est-à-dire le coup de force, aller vers décembre ou vers une date lointaine. C'est comme si le président était dans cette dynamique-là. À quelle fin, on sait. Et c'est comme si également, quelque part, il y a des candidatures qui n'arrangent pas. C'est comme si, je peux parler de Thomas, je peux parler de la candidature peut-être d'Amadouba, je ne sais pas. Mais il semble bien que le président soit dans des préoccupations, dans un agenda qui me semble caché et qui ne révèle pas. Vous savez, dans un débat, quand il y a des non-dits, les choses ne sont jamais claires. C'est-à-dire que si vous avez des préoccupations que vous ne révélez pas dans la discussion, c'est forcément ceux qui vous écoutent auront des problèmes de comprendre. C'est ce qui est en train de se passer. Je ne suis pas dans le secret d'Alpha, je ne suis pas dans son esprit, mais je dis simplement ceci. Tout le discours, il a parlé pour ne nous rien nous révéler. Rien du tout. On avance, en fait. Je veux dire, c'est qu'on avance. Et pourtant, il a instruit de prendre toutes les dispositions pour une bonne organisation de l'élection à une date qui sera fixée très prochainement. À quand est-ce que vous pensez que le chef de l'État pourrait fixer la date de l'élection? Lorsqu'il aura constaté certainement que peut-être le dialogue n'a pas pu traiter cette question. Si le dialogue y arrive, c'est tant mieux, mais en 48 heures, qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens aussi impliqués que les hommes politiques, avec des intérêts divergents, des égos surdimensionnés, des gens très frustrés. En 48 heures, est-ce qu'on pourra aboutir à des résultats? Ça ma préoccupation majeure. Et ça, c'est pas gagné d'avance, c'est pas un dialogue qui est ça. Là où on ne respecte pas une décision de constitution. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un dialogue? Alors qu'on sait que la loi a touché clairement sur cette question. Sur la question, par exemple, de la validité des décisions du Conseil constitutionnel, de leur caractère irrémédiable ou intangible, la loi est claire. Dès que le Conseil se décide, tout le monde doit se plier. Sur le fait que, au-delà du Dieu, eh bien, que le président reste jusqu'à la prise de fonction de l'autre, du nouveau élu, du président nouvellement élu, ça aussi, la loi est claire. Au regard des discussions de 36, on n'a pas besoin de discuter ceci. Mais sur toutes les questions de loi, eh bien, on semble plus que, ok, même si la loi a dit, et qu'il y a des interprétations différentes, on va aller au dialogue. Ou bien, on va encore repartir au Conseil constitutionnel.
tout en sachant que pour ne pas respecter les décisions du Conseil constitutionnel. Vous voyez un peu la confusion et exprès, parce que la crise au début était artificielle, c'est-à-dire qu'on a entretenu. Maintenant, les conséquences commencent à devenir réelles. Parce qu'aucune institution aujourd'hui, entre les trois, l'exécutif judiciaire et le législatif, ne respecte l'autre dans ses décisions. Et pour... Il est clair que ce n'est pas un dialogue qui va régler, parce que le dialogue, les gens ne sont pas d'accord sur la reprise du processus, non. Sur le dialogue, bon, sur la date, maintenant, peut-être qu'on pourrait tomber sur le problème. Mais pour le reste, ce sera possible. Et justement, par rapport à ce dialogue-là, il a aussi estimé que tous les candidats sont invités et qu'il n'y a personne qui s'oppose à ce dialogue. Ben oui, moi, c'est le principe que tout doit venir. Parce que c'est une question hautement stratégique internationale, n'est-ce pas? Tout le monde doit venir. Mais si tout le monde vient, on ne sera pas d'accord. C'est là où il y a le piège. Vous avez compris. Les intérêts sont tellement divers que si tout le monde vient, on ne se tombera pas d'accord. Or, tout le monde doit venir. Mais en 48 heures, il faut régler ça. Donc, même pas. Il y a même quelqu'un, j'ai entendu quelqu'un en demi-journée. Oui, c'est trop facile de lui parler comme ça. Mais dès que les acteurs sont sur place, les choses sont tellement compliquées. Et sur des questions aussi essentielles, on ne peut pas tacler une discussion, d'aller les caractériser, on règle des problèmes, on avance. Alors on sait que bon, ceux qui sont déjà homologués comme candidats, est-ce qu'ils vont dire accepter avec des investissements de millions pour reprendre le processus? J'en doute. Et il dit être ouvert aussi à une réconciliation pour la stabilité du pays. Réconciliation, oui, ça c'est dans le cadre de la départicipation. Par exemple, le fait de libérer des détenus, etc. Bon, sur le principe, il agite aussi une loi d'amnistie qui est possible. Légalement, en fait, tout le monde le fout sur la loi d'amnistie. Là aussi, je le comprends quand même, justement, parce qu'il ne dit pas quels faits sont concernés et pour quelle période. Vous savez que la loi d'amnistie ne cite pas des personnes. Mais la loi d'amnistie, par fait, et dans une période donnée, une séquence temporaire. Et là encore, c'est à discuter. On ne sait pas quels sont les faits qui seront amnistiés, on ne sait pas pour quelle période. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on saura qui sont les personnes qui sont concernées. En tirant une déduction. Ouais, là aussi, il y a un flou, comme un flou il y a dans toutes les questions, sur toutes les questions du moins soulevées. Donc, ouais, on entretient le clair-obscur, on est clair sur rien. Mais avant d'ailleurs cette prise de parole, Pierre Goudiaby Atepa avait demandé au chef de l'État de libérer les principaux détenus liés aux affaires politiques, Ousmane Sonko, Diomaye Faye entre autres, et de revoir également la dissolution de PASTEF. Écoutez, je ne sais pas à Pierre Goudiaby Atepa de demander. Je pense qu'il peut demander, mais la question est beaucoup plus essentielle. Donc il faut, pour qu'il y ait cela, il faut un dialogue, que ce soit un dialogue souterrain, clandestin, comme je l'appelle, ou un dialogue ouvert entre le président et les patriotes. Atepa ne peut jouer qu'un rôle de médiateur. Mais le président, pour qu'il fasse des concessions, il me semble qu'il s'attend lui aussi à ce qu'il y ait des concessions de l'autre côté, des garanties, je ne sais pas à quel niveau. C'est ça. Est-ce que déjà il y a eu ces discussions souterraines, clandestines, entre les patriotes et la présidence de la République? Je ne peux pas le confirmer. Mais s'il n'y en a pas, le président s'attend à ce qu'il y ait des discussions à ce niveau pour avoir peut-être lui aussi des concessions de la part de Ousmane Sonko et de ses proches. C'est ça le débat de fond. C'est-à-dire qu'à l'ultime, Atepa ne peut jouer qu'un rôle de médiateur. Médiateur, maintenant, c'est rapprocher les partis et les laisser discuter. Est-ce qu'on a déjà discuté ou pas? Est-ce qu'on est tombé d'accord ou pas? En tout cas, il y a eu des libérations, n'est-ce pas, en masse. On a libéré beaucoup de personnes. Maintenant, il reste encore beaucoup de personnes dans les prisons. Est-ce que c'est l'issue de consensus que les médiations ont permis, du moins ont permis?
Ça aussi, c'est une préoccupation, c'est des questions que l'opinion se pose. Rien n'est clair à notre niveau, on ne nous informe pas sur grand-chose, on ne sait pas, mais nous pensons que, en tout cas, il faut aller vers la décrispation. Il a dit, que ce soit une loi d'amnistie ou pas, en tout cas, il faut aller vers le dégel, tout en tenant compte du fait qu'il y a quand même des faits et délits de droit commun, qu'on ne peut pas amnistier des gens, tout le monde. Il y a eu des casseurs, peut-être des voleurs, je ne sais pas moi, des agresseurs. Il faut faire la part des choses et voir également s'il s'agit simplement de délits politiques ou bien est-ce qu'il y a un délit de droit commun, des crimes ou des délits qui doivent être punis par la loi. Ça aussi, je pense, c'est une préoccupation essentielle sur laquelle il est important qu'on fasse la part des choses en ne mélangeant pas tout. Voilà. En tout cas, merci à Assane Samb d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un analyste politique. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci à vous et bonne continuation.